Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 9h30 et quelques secondes. On va vous proposer de démarrer ce webinaire donc consacré à la transition énergétique. Alors je vais me présenter donc, David Desculteaux, je suis en charge de l'activité ALD Business Intelligence donc chez ALD Automotive, donc l'activité de consulting. Nous accompagnons nos équipes commerciales et puis également, évidemment nos clients, sur les sujets de transition énergétique et puis de nouvelles mobilités. Et j'ai le plaisir de vous présenter donc ce webinaire donc avec Didier Blocus, donc responsable des nouvelles mobilités au sein de la direction stratégie et développement ALD Automotive. Bonjour Didier. Bonjour à toutes et tous. Bonjour David. Alors, on vous propose donc durant cette petite heure de parcourir effectivement ce sujet de la transition énergétique. La question étant de voir effectivement comment essayer de repartir, on va dire, de là avec quelques conseils pour pouvoir effectivement réussir sa transition énergétique. Alors, on a prévu finalement d'aborder le sujet en 3 temps. Le premier, c'est de revenir sur le contexte général et la nécessité d'évoluer vers une mobilité plus durable, en abordant les sujets à la fois environnementaux, réglementaires notamment. Dans un deuxième temps, on va revenir et zoomer, on va dire, sur la question de la révolution autour de l'électrique et des nouvelles mobilités. Et puis enfin, en troisième temps, donc on pourra vous donner un petit aperçu de des différentes solutions finalement qu'ALD peut vous apporter en matière d'accompagnement en fait. Alors si vous avez des questions, ce qu'on vous propose, c'est de les poser au travers du module questions-réponses hein, de Teams en fait. Alors donc premier sujet donc, la nécessité d'évoluer vers une mobilité plus durable. Ça voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui ne fait plus, vraiment débat. On a tous conscience, de la montée en puissance des enjeux environnementaux, au niveau global. Le réchauffement climatique, je crois qu'il y a plus grand monde maintenant pour le contester. On sait grosso modo que si rien n'est fait dans la manière dont nous fonctionnons, dirons-nous, on s'orienterait vers des augmentations de température en moyenne de l'ordre de, alors selon les estimations, entre 4, plus 4, plus 7 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle, hein, d'ici la fin du 21e siècle, avec des conséquences extrêmement importantes en termes de dérèglement climatique, réchauffement des océans, fonte des glaciers. On a vu malheureusement une illustration avec le drame qu'on a connu, que l'Italie a connu dans les Dolomites début juillet. Élévation des niveaux de la mer, du niveau de la mer, modification des écosystèmes et puis également beaucoup finalement de problèmes géopolitiques parce que finalement concrètement il y a des zones aujourd'hui habitables qui ne le seront plus demain si rien n'est fait en fait. Donc vraiment une question de plus en plus centrale autour du réchauffement climatique. Ce qui est en cause là directement, ce sont les gaz à effet de serre et notamment les émissions de CO2. Pour rappel, l'objectif des accords de Paris était de limiter ce réchauffement à plus 1,5 voire 2 degrés. Donc on ne parlait pas de le stopper, mais simplement déjà de le contenir, de le limiter en fait. Et puis on a un deuxième sujet qui est le sujet de la pollution en fait dans les grandes agglomérations. Également un autre sujet de préoccupation avec simplement pour illustrer ce fait, donc un chiffre pour la France, hein, c'est à peu près, on va dire, 50 000 décès prématurés chaque année qui sont directement liés à la pollution de l'air. Donc là aussi, un sujet très important. On va voir voilà, qui a aussi énormément influencé la réglementation, notamment lorsqu'il s'agit des ZFE. Hein. Et là, les questions, plus que c'est pas vraiment la question des émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est vraiment la question des émissions de particules, la question des émissions de NOx qui est en cause en fait. Donc finalement, ce contexte de plus en plus prégnant et qui s'impose à nous est à l'origine d'une réglementation, d'un dispositif réglementaire dont on va voir qu'il se renforce au fur et à mesure. Et Didier va nous en dire quelques mots.
Oui, s'agissant de ce dispositif, on peut aborder la question de l'environnement réglementaire puisque aujourd'hui, il s'impose et surtout il entraîne, réellement un changement, notamment dans tout ce qui touche au choix des automobiles et de son mix en des automobiles dans sa flotte. Alors et qui est l'idée par différentes, décisions prises du point de vue réglementaire. On va aborder 3 points. Le premier, c'est un point assez rapide qui concerne, vous le savez sans doute, tout ce qui touche aux réglementations CAFE, Corporate Average Fuel Economy, qui consiste à pénaliser les constructeurs qui n'atteindraient pas un certain seuil ou qui dépasseraient un seuil en ce qui concerne le nombre de grammes de CO2. Donc 95 grammes. Alors 95 grammes, c'est on va dire la moyenne, même si chaque constructeur a son propre objectif qui est défini. Et là où c'est très important, c'est que est associé à cette réglementation de fortes pénalisations, de fortes amendes. Autrement dit, les constructeurs sont contraints d'aller dans cette direction et une des façons les plus évidentes d'atteindre ces seuils, ces paliers, c'est de pouvoir introduire des véhicules avec de plus faibles émissions possibles. Donc, d'où l'émergence très claire de véhicules comme les hybrides rechargeables ou encore évidemment les véhicules électriques, puisqu'à 0 gramme, c'est ainsi qu'ils sont nommés, et bien forcément vous jouez de façon très concrète sur la moyenne de vos émissions. Donc c'est ce qui entraîne forcément un changement au niveau de l'offre des constructeurs. Vous en êtes aperçu et on aura l'occasion de dire quelques mots encore sur le sujet. Deuxième élément du point de vue contexte réglementaire que je souhaite évoquer avec vous, ça touche à la loi LOM. Et notamment dans la loi LOM, il y a une partie qui est consacrée à l'obligation de verdissement des flottes. Alors très concrètement, ça concerne les entreprises qui ont un parc d'au moins 100 véhicules. Et ici, le législateur impose le fait que dans les renouvellements, il faut introduire à minima un certain pourcentage de véhicules dits donc de faible émission ou de très faible émission. Globalement, ça va concerner souvent les véhicules, les hybrides rechargeables et encore plus fortement les véhicules électriques. La part qui est indiquée ici et qui a déjà commencé, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous touche déjà, vous, si vous êtes concerné en matière de taille de flotte, c'est d'avoir 10% en termes de renouvellement de vos véhicules qui soient des véhicules à faible ou très faible émission. Là, c'est une contrainte, encore une fois, qui va évoluer puisqu'au fur et à mesure, la part va grandissante. Vous avez quelques chiffres ici, de 2024 à 2030, où il est question quasiment de 70%. Donc on voit qu'il y a une forte contrainte sur les entreprises d'aller vers ces motorisations. Donc ça, c'est très important, ça fait partie, c'est constitué au niveau de la loi LOM, et c'est pour ça que forcément, les entreprises aujourd'hui, elles cherchent des moyens de pouvoir introduire ces véhicules à faible et très faible émission, puisque le législateur le demande et l'exige au travers de ces chiffres. Enfin, je voudrais revenir sur un autre élément contraignant, c'est celui, alors David l'a évoqué, celui de zones à faible émission. Alors, zone à faible émission, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le législateur permet que, en matière de circulation, bien une ville, une agglomération, une région peut décider d'exiger des restrictions et de mettre des restrictions de circulation quant aux véhicules. Et qu'est-ce qui va déterminer ces restrictions? Qu'est-ce qui va faire que vous serez autorisé ou non autorisé à circuler? C'est la vignette critère. Alors, vignette critère qui est définie en règle générale par les émissions de CO2 et notamment des critères quand vous avez une critère zéro, que vous avez des véhicules électriques qui, eux, ne sont jamais empêchés de circuler, alors qu'au fur et à mesure dans le temps, vous avez des critères qui vont être au fur et à mesure bannis de certaines zones à faible émission. Alors, bien entendu, ce qui est très important, c'est qu'il ne s'agit plus aujourd'hui, on va dire, de dispositifs isolés, pas du tout, puisqu'il y a même une loi généralisée qui consiste à dire que désormais, sur ce sujet-là, bien toutes les agglomérations de 150 000 habitants seront considérées comme des zones à faible émission. Ça veut dire qu'il va y avoir forcément des restrictions en matière de circulation. Et là où il faut vraiment la peine de se pencher sur ce sujet, c'est que pour évoquer un cas particulier, puisque les choses seront progressives, c'est-à-dire au fur et à mesure, on verra circuler ou on verra retirer, alors je ne vois plus moi la présentation, j'espère que vous la voyez. En tous les cas, moi je ne la vois plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais continuer en tout cas sur cette notion de zone à faible émission pour vous dire que de toute façon,
S'agissant sur ce sujet-là, vous avez des zones comme Paris, par exemple, qui ont décidé, alors même si sur le Grand Paris, ça a été repoussé à 2023, mais en revanche, vous avez notamment la notion de zone à faible émission où les critères 2 vont même disparaître en 2024. Alors, il faut bien se rendre compte que quand on parle de critère 2, alors David, tu avais disparu, mais tu es revenu. Hein, si ça peut te rassurer, je te vois. Par contre, on ne voit pas la présentation. Si oui, oui, je la remets. Voilà. Et donc, zone à critère 2, c'est très important parce que ça veut dire le diesel, très clairement. Donc, Paris décide qu'en 2024, il n'y a plus de diesel qui circule. Vous comprenez que 2024, c'est demain. Ça veut dire que ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui vont vous permettre de circuler ou de ne pas circuler en 2024. Donc ça, c'est un élément très important sur lequel on veut vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il y a des décisions à prendre en matière de choix dans la car policy, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'une entreprise ne veut pas être empêchée de circuler parce qu'elle a un travail forcément à fournir, elle a une économie à faire tourner. Aussi, les décisions doivent se prendre dès à présent pour savoir quelle va être la composition de mon parc en 2024, 2025, 2026, pour savoir si je vais pouvoir circuler librement. D'où l'intérêt de se pencher sérieusement sur ces motorisations alternatives qui, eux, permettront, on parle encore de la voiture électrique par exemple, eh bien, de circuler sur l'ensemble. Elle ne sera jamais empêchée. Donc ça vaut la peine effectivement de s'assurer que dans le parc, il y ait ce type de véhicule. Enfin, puisqu'on parle de réglementaire, on a même évoqué la loi LOM. La loi LOM, elle introduisait également certains dispositifs qui permettaient de pouvoir faciliter notamment le commuting, donc des collaborateurs, donc leur déplacement, leur mobilité, surtout domicile-travail. Et chose importante qui montre à quel point c'est un élément que doivent tenir compte aujourd'hui les entreprises, c'est qu'il y a l'obligation maintenant que cette notion de mobilité soit discutée lors des négociations annuelles obligatoires et que l'entreprise doit prendre des décisions relatives à la mobilité des collaborateurs. Ce qui a induit, par exemple, à la mise en place de dispositifs qui sont aujourd'hui facultatifs, mais comme le forfait mobilité durable qui permet, en tous les cas, de trouver des solutions pour faciliter le déplacement des collaborateurs. Donc tout ça, c'est le contexte réglementaire et ce genre de disposition, c'est vraiment pour indiquer qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a plus le choix. Elle doit s'intéresser de très près à la mobilité, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'ensemble des collaborateurs et non plus exclusivement les véhicules de fonction. On y reviendra parce qu'en matière de solutions et de dispositifs, ça vaut la peine également de regarder ceux qui se proposent à vous, qui vous permettent d'apporter une réponse à cette situation. Donc voilà globalement le contexte réglementaire que l'on voulait vous rappeler. Bien entendu, puisqu'on parle de zones à faible émission, n'hésitez pas à regarder de très près, du point de vue géographie, celles qui vous concernent et quelles seront les conséquences sur votre flotte prochainement. Voilà, et on est bien entendu parfaitement à votre disposition pour échanger sur le sujet. Voilà, David, s'agissant de tout ce qui touche à l'environnement réglementaire qu'on pouvait ajouter là. Merci Didier pour ce panorama très complet effectivement de l'environnement réglementaire. Peut-être préciser une chose en complément, parce que je sais qu'on a souvent la question sur les ZFE, les utilitaires sont tout autant concernés effectivement que les véhicules particuliers en fait. Absolument. Ensuite, on voit, et ça c'est quelque chose que l'on a repris d'un livre blanc qu'on a publié donc au mois de mai avec KPMG sur la mobilité quotidienne d'entreprise. On voit que les entreprises finalement, selon leur culture, adoptent différentes, on va dire, stratégies, modèles de stratégie. Alors on a ici des archétypes un petit peu de modèles de stratégie. Bien sûr, chaque entreprise se constitue, établit sa propre stratégie en mixant plus ou moins ces modèles. Maintenant, on ne peut pas non plus avoir tout forcément réuni. On a des entreprises, et ça c'est ce qu'on a appelé le modèle green, qui elles sont vraiment dans une optique d'avancer très vite sur le verdissement de leur flotte et sur le verdissement au sens large même de leur mobilité. Donc la priorité, c'est vraiment cet aspect verdissement. Donc cet objectif finalement, on va dire RSE, passe avant tout le reste, donc passe même avant, s'il le faut, avant quelque part le point de vue même des utilisateurs, et puis également au-delà même du point de vue financier. Donc elles sont prêtes éventuellement même à débloquer les budgets nécessaires pour parvenir le plus rapidement possible à leur objectif de décarbonation en fait.
On a d'autres entreprises également qui, elles, sont, de par leur culture, sont très portées sur la satisfaction, qui cherchent à cocooner, on va dire, un petit peu leurs utilisateurs, en leur apportant effectivement un maximum de confort, un maximum de possibilités, un maximum d'options. Et donc là, évidemment, la priorité, ça sera d'abord, d'apporter des solutions, d'accompagnement à leurs collaborateurs. Et ça sera ça d'abord leur priorité. Donc on retrouve ça beaucoup, notamment dans les services financiers, dans les entreprises de conseil, par exemple. Donc on cherche ici à vraiment à offrir aux collaborateurs des packages intéressants, à finalement à attirer et puis retenir les talents. C'est l'axe numéro un. Et puis on a évidemment beaucoup d'entreprises pour qui le critère numéro un, ça va d'abord être la question des coûts, et qui l'emportera. Alors ce qu'on peut dire effectivement on a eu parfois tendance un petit peu à opposer parfois certains de ces modèles stratégiques, notamment le côté green et le côté coût. On verra tout à l'heure que, alors même si c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu compliqué et inflationniste, on verra qu'une manière aussi de pouvoir peut-être contenir les coûts, c'est aussi de verdir. C'est-à-dire que verdir, c'est pas forcément. On va voir maintenant que le véhicule électrique, alors essentiellement pour les véhicules particuliers en tout cas, mais le véhicule électrique dans bon nombre de cas permet effectivement d'obtenir des TCO qui sont mieux placés que les équivalents thermiques sur lesquels pèse de plus en plus une fiscalité extrêmement lourde en fait. Donc on va revenir sur cette question du TCO, mais voilà quelques illustrations, je dirais, des archétypes de modèles stratégiques adoptés par les entreprises en fait. On vous propose maintenant de passer donc sur le deuxième volet de notre intervention, donc consacré ici donc à la révolution de l'électrique et puis des nouvelles mobilités, avec pour démarrer une mise en perspective un petit peu de là où nous en sommes un petit peu sur l'électrique. Alors l'électrique en soi n'est pas nouveau, hein, c'est un sujet que l'on aborde depuis pas mal d'années, je dirais facilement même depuis une dizaine d'années. Sur les années 2010, on était encore quand même sur une première génération de véhicules électriques. Je me réfère là finalement aux premières générations de Zoé, le Tesla Model S ou même parfois des véhicules plus anciens, je pense au C0, etc. ou la BMW i3 là, qui termine sa carrière. Donc des modèles qui avaient encore une autonomie relativement limitée et des ventes qui étaient encore assez confidentielles. On est clairement passé à un stade différent depuis grosso modo 2 ans, hein, depuis 2020, où on assiste effectivement maintenant à un vrai décollage du marché du véhicule électrique. Malgré tout, encore un petit peu entretenu, enfin complètement même encore entretenu par le dispositif fiscal, hein, qui incite évidemment à passer à l'électrique. Ce dispositif fiscal est encore absolument nécessaire pour que l'électrique puisse tenir la roue en termes de coûts, hein. Aujourd'hui, produire un véhicule électrique, ça reste encore beaucoup plus cher que de produire un véhicule thermique. Mais les choses vont changer aux environs à peu près 2025-2026, parce qu'on va finalement assister à un double phénomène. On va assister donc au renchérissement des coûts de production des véhicules thermiques qui, sous l'effet effectivement d'un marché qui va progressivement aller en diminuant d'une part, et puis également sous le coup de nouvelles normes, je pense notamment à Euro 7, donc qui va être encore plus contraignante pour les véhicules thermiques. Et puis à l'inverse, les véhicules électriques, le marché est en train de se développer. Donc on va avoir un effet effectivement massification et donc une baisse progressive des coûts de production. Et puis tout particulièrement sur la question des batteries. Le coût de production d'une batterie a déjà énormément baissé depuis 10 ans. Il est encore prévu qu'il baisse. Et le point pivot, il est donné aux alentours justement de 2025 avec un coût de production donc d'1 kWh de capacité de batterie qui devrait passer sous le cap des $100. Et c'est à peu près à ce stade-là qu'on aura, je dirais, une parité naturelle entre le coût de production des véhicules électriques et puis les coûts de production des véhicules thermiques. Aujourd'hui, ça reste encore un véhicule électrique reste encore bien plus cher à produire. Donc tout ça est encore aujourd'hui compensé par les aides qui restent nécessaires. Et au-delà, au-delà de 2025, donc on va vraiment assister à un inversement de tendance avec globalement, effectivement, l'électrique qui va prendre une part de plus
de plus en plus importante et puis ensuite majoritaire dans les ventes de véhicules. Alors on peut se poser la question est souvent posée de l'hydrogène comme alternative à l'électrique. De ce que l'on voit, de ce que l'on comprend un petit peu de l'évolution du marché à venir, c'est que l'hydrogène n'est pas une technologie qui viendra remplacer l'électrique. On croit vraiment que l'électrique, ça va être on va dire l'énergie, le type de motorisation, 1er et par contre complété, effectivement par d'autres types d'énergie, de type hydrogène, plutôt quand même sur les véhicules, sur les poids lourds, sur les véhicules de transport en commun, sur, ou des véhicules, transportant effectivement des utilitaires, transportant des marchandises et devant effectuer de longues distances, par exemple. Donc l'hydrogène plutôt en complément qu'à la place venant remplacer, l'électrique, semble-t-il. Didier, alors il y a une question aussi qui est souvent, posée quand on aborde la question du véhicule électrique. C'est vrai que parfois on parle à tort de véhicule propre, mais donc il y a toute la question effectivement du bilan environnemental, du véhicule électrique, hein. Oui, c'est un sujet qui revient dès le départ d'ailleurs. Il y a eu ce sujet-là quant à la réalité environnementale, de l'impact environnemental du véhicule électrique. Donc il s'agit ici, bien sûr, on ne va pas refaire en débat, d'autant plus que vous avez des experts qui peuvent avoir des avis tranchés, mais qui sont pas complètement antagonistes. En revanche, on a un consensus, et c'est surtout là-dessus qu'on va appuyer, s'agissant justement de l'environnement et de ces véhicules électriques. Alors, bien entendu, pourquoi se pose la question de la voiture électrique et de son impact, son réel impact environnemental? C'est en règle générale parce que vous avez une batterie qui pèse 250, 300, 400, 500, 600 kilos, et forcément une batterie qui est composée de lithium, qui est composée d'une partie de métaux rares. Donc évidemment se pose la question du devenir notamment de ces batteries. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est en termes de méthodologie, si on peut dire, c'est que effectivement, s'agissant de la production, la fabrication d'un véhicule électrique, il n'y a pas de discussion. Fabriquer un véhicule électrique sera toujours moins vertueux, plus polluant, pour dire les choses clairement, que de fabriquer un véhicule thermique. Pour la raison simple que je viens d'évoquer, c'est qu'on entre en ligne de compte la fabrication d'une batterie avec toutes les caractéristiques que l'on vient d'évoquer. Donc forcément, si on s'arrête à la notion de production, bien vous avez un véhicule électrique qui sera plus polluant que son pendant thermique. Mais bien entendu, on pourrait dire que la conclusion s'arrêterait là s'il s'agissait de sortir des véhicules et de les mettre sous cloche. Mais par définition, et vous le savez mieux que quiconque, c'est que si vous introduisez des véhicules dans votre flotte, c'est parce que vous avez des collaborateurs qui vont les utiliser. Donc, des véhicules, ça s'utilise, ça circule. Et c'est pour ça qu'une réalité et une analyse honnête sur le sujet consiste à dire que ce n'est pas la fabrication qu'il faut prendre en compte, mais c'est toute la vie de ce véhicule. C'est pour ça qu'en règle générale, on va s'appuyer sur une ACV, une analyse du cycle de vie, qui va permettre de finalement comparer les deux véhicules, le véhicule thermique et le véhicule électrique, mais sur l'ensemble de sa vie, c'est-à-dire de la production, oui, à prendre en ligne de compte, mais jusqu'à sa fin de vie, destruction, recyclage éventuel. Et c'est l'ensemble de cette période qui doit être prise en compte. Les calculs doivent se faire ici quant à la réelle nocivité. Donc c'est là qu'il fait dire d'ailleurs qu'il y a forcément un impact, c'est ce que disait David tout à l'heure, bien entendu même un véhicule électrique. En revanche, ce que l'on constate, c'est compte tenu, si on s'arrête par exemple à la notion de gaz à effet de serre, c'est compte tenu du fait qu'à l'utilisation, les véhicules électriques n'émettent pas de gaz à effet de serre. Voilà, ça c'est une réalité, ce sont des véhicules zéro émission. Alors le thème est toujours contestable quand on parle généralement de la voiture électrique. En revanche, quand on parle de sa circulation, oui, un véhicule électrique en circulation est zéro émission. Ce qui fait que quand on analyse la vie entière de ce véhicule comparé à un véhicule thermique qui, lui, est émetteur de gaz à effet de serre, de CO2, bien, vient un moment donné, et vous l'avez ici illustré, alors encore une fois, c'est une illustration parmi d'autres, on aurait pu vous prendre d'autres études, ici c'est celle faite par le constructeur, mais qui vous montre bien, en comparant d'ailleurs des véhicules de sa gamme, qui vous montre bien qu'à un moment donné, tout au départ, si vous regardez la ligne bleue, elle est au-dessus des autres. Ça veut dire qu'effectivement, à la production, soyons clairs, un véhicule électrique est quasiment 2 fois plus polluant à produire qu'un véhicule thermique. En revanche, la vie du véhicule, c'est qu'il va circuler. Et d'ailleurs, n'oublions jamais qu'un véhicule électrique, il est encore plus vertueux quand il circule beaucoup par rapport à un véhicule thermique
puisque ça veut dire qu'il va remplacer un certain nombre de carburants fossiles. Donc c'est là où il y a encore un peu plus d'impact du point de vue économique, mais, voilà, mais même évidemment du point de vue environnemental. Donc ça, c'est un élément très important. Et quand on analyse ce cycle de vie, on voit qu'il vient un moment où les courbes se croisent et où finalement le véhicule thermique devient de fait, compte tenu notamment de tout ce qui est gaz à effet de serre, bien plus polluant. C'est vrai aussi pour un certain nombre de particules très polluantes. Alors, ça ne veut pas dire que le véhicule électrique n'a aucune particule. C'est pas vrai. Un véhicule électrique, bien sûr, qu'il émet aussi des particules, notamment par rapport aux freins, par rapport aux pneumatiques, et aussi, évidemment, tout ce qui est poussière du sol, que lui aussi, il remet en circulation. Donc, tout ceci en suspension. Donc, il y existe. Mais, en comparaison, et encore une fois, une analyse du cycle de vie complète montre que, et c'est un consensus global, que le véhicule électrique est donc moins polluant que son pendant thermique. Donc ça, on a pris quelques minutes pour essayer d'aborder le sujet, mais c'est un élément important puisque ça fait débat et ce sont des choses qui se disent, mais globalement, restons sur ce consensus. Par ailleurs, encore une fois, puisqu'on parle beaucoup de métaux rares parfois ou de lithium-ion, il faut aussi dire les choses de façon très claire. C'est que le lithium-ion, bien sûr qu'on en trouve dans les batteries, voilà, mais le lithium-ion, la plupart du temps, il se trouve dans nos téléphones et des choses comme ça. Et le problème, c'est que nos téléphones, après leur devenir, personne ne le contrôle en quelque sorte. Ils se retrouvent très rapidement dans la nature, ce qui n'est pas le cas s'agissant des batteries. Parce que là aussi, c'est une chose importante à savoir, c'est que quand on parle notamment de recyclage, parce que ça fait partie du questionnement autour de véhicules électriques, et il est raisonnable de se poser ce type de questions, c'est qu'advient-il de ces batteries? Alors, comme l'indique ici le deuxième bloc sur cette slide, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, vous avez une législation européenne qui oblige celui qui veut vendre des véhicules en Europe à s'assurer de leur recyclage, au moins pour une partie de ces batteries. Donc, il y a un volet réglementaire, il y a des obligations réglementaires qui visent les constructeurs. C'est pour ça que vous avez des entreprises telles que Veolia ou encore Umicore qui se sont spécialisées, qui ont fait des accords même avec les constructeurs s'agissant du recyclage des batteries. Par ailleurs, il faut dire qu'une batterie, pour vous donner également une autre perspective, concernant sa réutilisation, ce qu'on appelle la seconde vie. Un véhicule électrique, le constructeur va vous dire si finalement, votre batterie, elle commence à s'user au point qu'elle n'a plus qu'une capacité qui est à 70% de sa capacité originale, eh bien, le constructeur va dire il faut changer la batterie. Parce que la batterie ne remplit plus son rôle pour vous faire circuler. En revanche, même à 70%, elle a encore des capacités qui permettent de retenir un certain nombre d'électricité et surtout de la remettre dans le réseau. C'est pour ça qu'on utilise ces batteries, souvent dans le cadre d'une seconde vie, pour récupérer de l'énergie la nuit, puisque vous savez que les centrales nucléaires, elles ont ça, c'est qu'on ne les éteint pas la nuit, donc elles fournissent une électricité. On récupère cette électricité qui est disponible pour la remettre sur le réseau. Voilà, pour éviter justement de stresser le réseau, on met cette électricité la journée. C'est la seconde vie, vous avez ça dans des programmes immobiliers. Donc voilà, il y a encore des initiatives de ce type-là qui permettent de voir ce que l'on fait de ces batteries. Par ailleurs, encore une fois, la filière du recyclage, elle va encore augmenter. Maintenant, il faut aussi savoir raison garder dans ce que l'on dit, puisque par exemple, ça va dépendre aussi du mix énergétique. Brancher son véhicule, l'impact environnemental ne sera pas le même si vous branchez votre véhicule en France que si vous le branchez en Pologne ou en Chine. Tout dépend de comment est produite l'électricité. Quand l'électricité est produite à base de charbon, par exemple, forcément, l'impact il est plus fort s'agissant de CO2 que s'il est conduit à base de nucléaire, qui est une énergie décarbonée. On ne parlera pas du nucléaire de manière générale, mais en tout cas, c'est une énergie décarbonée. Donc forcément, l'impact n'est pas le même. Donc il va falloir s'intéresser au mix énergétique. Ici, parlons de la France, puisque c'est le pays qui nous intéresse. De ce point de vue-là, en tous les cas, nous sommes plutôt bien lotis. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On peut avoir un véhicule électrique, mais si ce véhicule électrique, par exemple, il est produit à l'autre bout du monde et qu'on doit le ramener en France pour le vendre, voilà, des questionnements comme ça, on peut se les poser, bien sûr, parce qu'il y a forcément un impact environnemental s'agissant du transport. Donc voilà, c'est aussi le genre de choses qu'il faut dire. Et puis de façon encore tout à fait lucide, le poids est un élément déterminant aussi, s'agissant de la pollution. Et si je vous ai parlé de l'analyse du cycle de vie favorable pour le véhicule électrique, on peut se poser des questions de savoir si un petit véhicule électrique est moins polluant, si un petit véhicule thermique est moins polluant quand même qu'un gros SUV électrique. Oui, parce qu'à un moment donné, le poids de la batterie va faire que. Donc tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser à l'analyse du cycle de vie et en s'intéressant par cette voie-là, on constate le bien fondé de se tourner vers l'énergie
électrique aujourd'hui, s'agissant de vos flottes d'entreprises. Donc la notion économique, on va en parler tout à l'heure avec David, mais s'agissant du volet environnemental, il nous semblait important de vous rappeler ces quelques éléments. Et encore une fois, on reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on puisse creuser, parce qu'on n'a pas le temps là dans le cadre de ce webinaire, mais si vous souhaitez qu'on puisse creuser ces différents éléments. Merci Didier pour ces précisions sur le bilan environnemental du véhicule électrique. Alors c'est vrai que quand on parle de véhicule électrique, tout à l'heure on se référait un petit peu à la mise en perspective historique. On a donc quelques modèles qui étaient proposés, on avait quelques modèles qui étaient proposés depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mais au départ c'est vrai qu'on a commencé avec finalement on faisait un petit peu le grand écart avec d'un côté des modèles très très citadins de type C0, les premières Zoé, etc. Et de l'autre côté, à l'opposé, donc la Tesla Model S. Et puis on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent entre guillemets entre deux. Depuis, les choses ont quand même bien évolué. On le voit qu'il y a de plus en plus de nouveautés. Tous les mois, on a beaucoup de nouveautés, de nouveaux modèles qui sortent. Donc peut-être donner un aperçu de quelques modèles disponibles aujourd'hui sur le marché, Didier. Oui, alors vous l'avez constaté aujourd'hui, alors si on pouvait de temps en temps croiser des véhicules électriques, on disait tiens voilà un véhicule électrique, aujourd'hui sincèrement on a moins ce réflexe-là parce qu'on en voit beaucoup plus. Alors pour une raison simple, on a évoqué le contexte réglementaire qui faisait que aussi les constructeurs se penchaient de plus en plus vers ce type de motorisation. Donc il y a plein de raisons qui font qu'on arrive à ce constat-là. Alors ici, on n'est pas exhaustif, donc si jamais vous voyez un modèle qui existe et qui n'apparaît pas, ne nous en veuillez pas. L'objectif, c'était de vous montrer que non seulement aujourd'hui l'offre, elle est très importante en matière de véhicules électriques. Je me souviens que David a abordé la question du début du véhicule électrique, la deuxième ère, on va dire. Et effectivement, vers 2010-2011, vous aviez une Zoé et vous aviez une Tesla Model S. Voilà, donc entre les deux, il fallait trouver son bonheur, mais il n'y en avait pas. Bon, il faut bien comprendre que l'offre là ne permettait pas, surtout au tarif de l'époque, de pouvoir se positionner. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble des constructeurs, je pense qu'en disant cela, on ne se trompe pas, l'ensemble des constructeurs ont aujourd'hui dans leur gamme un véhicule électrique. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'on arrive à toucher l'ensemble des segments en matière de gamme. Voilà ce qui permet donc d'introduire beaucoup plus facilement aujourd'hui ce type de véhicule dans le cadre de votre car policy. Dans le cadre de votre politique voiture, vous pouvez trouver bien des modèles qui vont correspondre aux différents seuils, aux différents segments que vous avez décidés dans votre car policy. Donc ça, c'est très important. Par ailleurs, l'intérêt aussi de la chose par rapport à vos collaborateurs, pour parler des collaborateurs, c'est que souvent, l'entrée des véhicules électriques en car policy permet également d'améliorer le confort et notamment l'équipement. Par exemple, c'est basique, mais je le rappelle, tous les véhicules électriques que vous voyez là se conduisent sous la forme d'une boîte automatique. Donc, c'est introduire forcément la notion de boîte automatique. Voilà, ce n'est pas une vraie boîte, nous diraient les puristes. Voilà, mais bon, on s'est bien compris quand on parle de boîte automatique. Vous avez même cette notion de one pedal maintenant qui consiste carrément à conduire avec une seule pédale de manière générale. Et c'est un véritable confort. Par ailleurs, de façon assez généralisée, ces véhicules sont mieux équipés souvent que leur pendant thermique. Donc c'est une façon d'avoir des véhicules divers et variés aujourd'hui, mais également qui répondent à un certain critère au niveau de l'équipement. Donc vraiment, s'agissant donc d'introduire ce type de véhicule dans vos car policy, en règle générale, vous attirez, alors pour peu qu'ils soient convaincus après de cette notion d'électromobilité, on aura l'occasion d'y revenir, mais en règle générale, les collaborateurs qui utilisent ce type de véhicule, ils sont plutôt contents du résultat, parce qu'ils voient que ça correspond à leurs usages, quand c'est le cas, bien entendu, mais ça on y reviendra, et surtout en matière d'équipement, et autant on pouvait parler d'esthétisme hasardeux, parfois, de ces véhicules électriques à une certaine époque, autant je crois, et ça fait consensus, on n'en est plus là du tout. Donc ça, c'est pour les VP. Vous avez cette gamme qui existe. Tout à l'heure, David a abordé la notion dans le verdissement des flottes des VU qui étaient aussi concernés. Il faut savoir qu'aussi, alors on n'en est pas à la même étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamme reste restreinte. Cela dit, quand vous regardez cette photo qui n'est pas complète par rapport à la photo d'il y a encore 2-3 ans, je puis vous dire que les gammes se sont malgré tout étoffées. L'intérêt
encore une fois, du véhicule électrique tel qu'on l'a abordé, donc toutes les qualités du véhicule électrique dont on a parlé pour l'UVP, il faut savoir que globalement, vous les retrouvez sur des VU. Donc ça, c'est très important de savoir que vous allez conduire sous la forme d'une boîte automatique ou ce genre de choses sur du VU, avec la souplesse de conduite. Ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, cela dit, on sait très bien qu'un véhicule utilitaire, c'est un véhicule qui doit répondre à des critères rigoureux pour qu'il puisse faire ce pourquoi vous le louez. C'est pour ça que il faut pouvoir trouver dans la gamme un véhicule qui corresponde. La gamme va s'étoffer. Il est intéressant de noter malgré tout que si le problème du volume se posait à une époque, parce que les batteries étaient faites de telle manière que ça prenait une partie du volume, aujourd'hui c'est plus le cas. La plupart des batteries sont dans le plancher, donc ça n'a pas d'impact sur le volume. En revanche, bien entendu, il peut y avoir un impact s'agissant donc cette fois-ci du poids, et ça c'est un élément aussi important dans le choix de votre VU, nous le savons, mais également en termes d'autonomie, cela peut avoir un impact. Donc la gamme, elle existe, elle est là. Il y a aussi des véhicules, tout à l'heure David parlait d'hydrogène, qui sont des véhicules électriques aussi, mais même là aussi, s'il y a des initiatives, de manière générale, cela reste encore, je dirais, on est au tout début. Voilà. Alors que l'hydrogène, sur des volumes plus élevés, on peut les retrouver. Ce qui n'empêche pas qu'il existe aujourd'hui des véhicules hydrogène. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, la gamme en VU qui s'étoffe au fur et à mesure. David. Oui, tout simplement pour compléter, effectivement, on arrive quand même maintenant à de nouvelles générations de véhicules utilitaires. Je pense aux petits utilitaires type Kangoo, Berlingo ou équivalent. Et on est sur des autonomies maintenant en WLTP. Alors, on sait que ce n'est pas les autonomies réelles en conditions réelles, hein, mais des autonomies au-delà de 300 km. Donc, ça commence à devenir, je dirais, plus cohérent que les premières générations de véhicules qui avaient parfois des autonomies de 120, 150 km, ce qui était effectivement très très faible. Absolument. Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, j'ajoute juste à cela en se disant que par ailleurs, vous avez des constructeurs, je veux dire, tu as parlé de Kangoo, aujourd'hui c'est un véhicule éprouvé, c'est un véhicule d'expérience, donc ça fait longtemps que les Kangoo Z circulent, donc aujourd'hui c'est un véhicule qui ont trouvé leur équilibre en matière de technologie, donc oui, bien entendu, les véhicules d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, c'est certain. Complètement. Et puis après, il y a des initiatives aussi de certains constructeurs, je pense du côté Peugeot, Citroën et autres, avec par exemple sur des véhicules de type Jumpy, des packs de batteries différents. Donc on a 2 packs de batteries, ce qui fait qu'on peut, en fonction du besoin, bénéficier d'une autonomie plus ou moins importante selon l'activité en fait. Donc voilà, il commence à y avoir, on va dire, plus qu'un début de réponse quand même des constructeurs sur le véhicule électrique utilitaire, ce qui était vraiment jusqu'alors effectivement le parent pauvre, on va dire. Une question centrale, on l'a évoqué tout à l'heure sur la question des stratégies, les questions des coûts. Aujourd'hui, ce qui est indispensable pour bien aborder ce sujet de la transition énergétique également, c'est d'avoir une approche par le TCO. Et là, on a un petit exemple à l'écran où vous avez comparé en fait 3 véhicules. Alors, ce n'est pas les véhicules d'ailleurs qui sont en photo en l'occurrence, mais un Peugeot 3008 essence qui est en bleu. Un Peugeot 3008 diesel en gris, et puis pour représenter le véhicule électrique sur ce segment, donc une Volkswagen ID4 dotée ici de la batterie 77 kWh, donc la grande batterie. Et on est là dans cette simulation sur un contrat de 36 mois, 90 000 km. Simplement pour illustrer, et donc là ici c'est le véhicule essence, donc en bleu qui nous sert de base 100. Et on a pris en compte donc 3 éléments, la partie loyer avec service, la partie énergie, et puis également le volet fiscalité. Et puis on voit après le résultat des courses. Ce qu'on voit ici, c'est que bien évidemment, le véhicule électrique est un véhicule qui est plus coûteux à produire, on sait aussi que voilà, donc des prix de catalogue plus élevés, on sait aussi qu'il y a moins de remises côté constructeur, donc tout ça est bien pris en compte. Et donc on a à l'arrivée effectivement des loyers bien plus élevés sur le véhicule électrique. Donc on va dire que là, de ce point de vue-là, le véhicule électrique ne part pas gagnant. Sauf que, évidemment, on va intégrer la question du poste énergie. Là, on va voir effectivement que pour le coup, l'électrique, alors même si tout ça évolue évidemment à vitesse grand V, mais
l'électrique reste encore aujourd'hui très avantageux vis-à-vis des énergies thermiques. Donc l'électrique va commencer à rattraper une partie de son retard sur ce deuxième poste, sur le poste énergie. Mais je dirais que c'est même pas encore ça qui fait vraiment la grande différence. La grande différence, c'est aujourd'hui complètement le volet fiscalité. Donc on voit ici dans l'exemple que le véhicule électrique supporte une fiscalité extrêmement faible, là où les véhicules, les équivalents en 3008, donc essence et puis diesel, donc sont extrêmement impactés. Et si on doit donc prendre en compte ce volet fiscalité, ce qu'on a inclus là, c'est d'une part, on réintègre le bonus écologique en faveur du véhicule électrique. On prend en compte l'exonération de nouvelles taxes à l'utilisation, ce qu'on appelait avant, ce qu'on appelle parfois encore toujours la TVS, hein, donc en faveur là aussi du véhicule électrique. Très important également, le fait que sur un véhicule 100% électrique, vous bénéficiez de plafonds plus élevés concernant les amortissements non déductibles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez la possibilité aussi de déduire du prix d'achat du véhicule le coût de la batterie lorsque celui-ci est communiqué par le constructeur, ce qui est le cas très fréquemment. Donc, tout ça fait que, en termes d'IS, donc ça sera extrêmement avantageux. Et puis, le quatrième point, alors, c'est un point qui était valable pour 2020, 2021 et puis 2022. C'est vrai qu'on est un petit peu maintenant dans une phase d'attente pour savoir comment ça va se passer l'année prochaine. On espère évidemment que ça soit prolongé, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, les véhicules électriques, 100% électriques, donc bénéficient d'un abattement de 50% sur les avantages en nature. Donc, ce qui fait que c'est à la fois avantageux pour le collaborateur, mais également pour l'entreprise qui supporte de ce fait moins de charges sur cette partie avantages en nature. Et on peut citer également sur la partie assurance que les véhicules 100% électriques mis en circulation depuis le 1er janvier 2021, donc depuis maintenant plus d'1 an et demi, bénéficient donc de l'exonération de la taxe spéciale sur les assurances. Donc là aussi, qui est un élément à prendre en compte, on va dire, dans la balance. Et donc, quand on fait cette balance-là, hein, donc on compare bien des pommes et des pommes et pas des pommes et des poires, on a à l'arrivée finalement l'ID4 là, ici qui ressort avec un TCO donc beaucoup plus avantageux comparativement donc aux véhicules essence hein, qui nous servent là encore de base 100, hein, grosso modo 10 points en dessous du véhicule essence et aussi du véhicule diesel ici qui est pas très bien placé en fait. Donc, et d'ailleurs, on peut simplement préciser une chose quand même importante. On a pris en compte le coût de l'énergie, hein, en se basant d'ailleurs sur une hypothèse ici de recharge 80% entreprise ou domicile et 20% recharge publique, où on sait que le coût de recharge est plus élevé. Malgré tout, on a cet écart effectivement dans l'exemple ici de 10 points et qui est d'ailleurs un écart qui est suffisant d'ailleurs si on le souhaite pour intégrer la borne de recharge. Hein. La borne de recharge ici n'est pas inclue dans le calcul. Il faudrait la rajouter effectivement, mais même en la rajoutant, finalement, on arrive à un TCO qui est légèrement inférieur donc aux véhicules essence équivalents. Donc ça montre bien que, alors là, je parle bien sûr des véhicules particuliers. Hein, on a tout ce dispositif fiscal. Sur le véhicule utilitaire, là, évidemment, ce n'est pas la même chose parce que le levier fiscal est bien moins important, parce qu'il n'y a pas de TVS, il n'y a pas de notion d'amortissement non déductible ou même d'avantage en nature sur les véhicules utilitaires. Donc, le levier fiscal est moins important, donc c'est moins vrai. Généralement, on va plutôt avoir un TCO un peu plus élevé sur le véhicule électrique. Mais en tout cas, sur les véhicules particuliers, je dirais que quasi systématiquement, on arrive à démontrer que le TCO et le coût de détention du véhicule est donc plus avantageux que les équivalents thermiques. Et je dirais que dans le contexte aujourd'hui très inflationniste, on l'a vu, c'est vraiment un élément aussi à prendre en compte pour essayer de limiter finalement un petit peu la casse sur ce volet-là en fait. Ouais, je voudrais juste rebondir là-dessus parce qu'effectivement, les clients qui ont des parcs s'intéressent de plus en plus justement, enfin de plus en plus, regardent de près le coût global hein, de la flotte. Donc c'est important de signaler aujourd'hui que introduire des véhicules électriques, finalement permet d'avoir des coûts de détention qui finalement sont similaires et parfois même on a des situations encore plus favorables qu'un véhicule thermique. Donc on n'est plus du tout dans cette idée
d'introduction, je reviens encore à la préhistoire des véhicules électriques, où là, il n'y avait pas de comparaison entre les coûts. Non, aujourd'hui, on vous invite vraiment à regarder de près cette notion de coût, parce qu'on peut avoir de belles surprises quant à la réalité économique de l'introduction d'un véhicule électrique. Et là, je ne parle même pas de tous ces bénéfices du point de vue de la conduite, là, même de point de vue économique. Donc, ça vaut la peine aujourd'hui que ce que vous n'aviez peut-être pas fait jusque-là en matière d'introduction de véhicules électriques, bien vous puissiez le faire aujourd'hui, parce que la comparaison des coûts avec une orientation TCO est vraiment déterminante pour le coup. Alors bien sûr, quand on parle de véhicules électriques, alors le coût, ça fait partie souvent des objections. Donc là, on voit effectivement que en fait, il y a un raisonnement qui est à revoir pour pas passer à côté de l'intérêt que représente le véhicule électrique. Et puis après, en termes d'objections, bien sûr, on a les questions d'autonomie et de recharge. Et là, Didier va nous donner quelques points de repère aussi par rapport à ces deux notions, voir un petit peu comment tout ça évolue en fait. Oui, tu parles d'évolution, c'est très important d'en parler, puisqu'effectivement, aujourd'hui, en termes d'évolution, on va parler de l'autonomie, puisque ça a toujours été un des éléments discutés. Moi, j'ai coutume de dire, alors certains trouvent ça un peu provocateur, mais je vais quand même le répéter, qu'aujourd'hui, l'autonomie d'un véhicule n'est plus un problème. L'autonomie des véhicules électriques n'est plus un problème. Alors évidemment, quand je dis cela, ça veut dire qu'il faut l'alimenter d'un contexte. Quand on regarde les chiffres qui nous sont indiqués ici, en termes d'autonomie, on a quelques exemples, que ce soit Renault Zoé ou Tesla, voilà, Model 3, voilà, on a des exemples avec des autonomies différentes, mais arrêtons-nous ne serait-ce que sur la Zoé. Quand il est question d'une consommation mixte de 350 km, bien entendu, David l'a rappelé, WLTP, vous pouvez retirer dans la réalité de la vraie vie, de l'utilisation de la vraie vie, un certain nombre de pourcentages, 10%, 20%. Bon, c'est à voir. Sachez même que de temps en temps, vous pouvez faire mieux que le WLTP. Mais restons sur cette notion de moins 10, moins 20%. Ça veut dire que globalement, vous avez 300, 320, 330 km en mix sur un véhicule. Oui. Ce qu'il faut toujours se dire, c'est globalement, quelle est l'utilisation, quel est l'usage du collaborateur par rapport à ce véhicule électrique. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, l'ennemi de la voiture électrique, son plus gros ennemi, c'est incontestablement les voies rapides, autoroutes, parce que là, vous réduisez de façon drastique votre autonomie. Donc, si vous avez des collaborateurs qui enquillent immédiatement sur l'autoroute, qui font ça toute la journée, j'ai presque envie de vous dire, ce qui fait que ça induirait le fait qu'ils puissent se recharger à multiples reprises dans une journée chez les chargeurs rapides, là, sincèrement, ça vaudrait la peine de se demander s'il est pertinent d'introduire pour ce collaborateur-ci un véhicule électrique, bien entendu. En revanche, il faut voir l'autre champ des possibles. Il faut se dire que 300 km d'autonomie, quels sont les collaborateurs qui font 300 km dans la journée ? On s'aperçoit que, de manière générale, on peut en identifier un certain nombre. C'est une façon de dire que le champ des possibles, il a vraiment complètement changé vis-à-vis de l'utilisation du véhicule électrique. Alors, à ceci, et c'est pour ça que par rapport à ce que je disais que l'autonomie n'est plus un problème, je vais y mettre un élément très important, c'est l'accès à la charge. Évidemment que l'autonomie n'est plus un problème. Pourquoi ? N'oublions jamais, parce que parfois on dit qu'il faut des heures et des heures et des heures pour se recharger, ce qui est vrai. En revanche, souvent, quand on vous parle du nombre d'heures de recharge, c'est pour quand un véhicule est à 0. Et on vous dit, il faut 8 heures, 9 heures, 10 heures, 15 heures pour le recharger. Ça dépend évidemment de la capacité de la batterie. Bien sûr, mais n'oublions pas que, par exemple, pour quelqu'un qui dispose d'un point de charge au domicile, quand il va se recharger le soir, par exemple, l'objectif de sa recharge, c'est de récupérer ce qu'il aura dépensé dans la journée. Donc, évidemment, si vous avez un collaborateur qui a fait 50, 60, 70 km, c'est ça qu'il voudra rattraper. Bien, combien de temps lui faudra ? Il faut savoir que sur un chargeur 7 kg, par exemple, vous pouvez recharger votre véhicule à 50, 40, 50 km par heure. Donc, en 2 heures, le véhicule est chargé. Donc, c'est ça qu'il faut voir en matière d'autonomie, c'est de récupérer ce qu'on a dépensé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en matière de routine de recharge, alors je ne sais pas quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes, mais il faut savoir que vous avez des collaborateurs qui ont des véhicules électriques et qui ne se rechargent même pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que leur utilisation le permet. Donc, c'est avant tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Quel va être l'usage pour savoir si votre collaborateur il est électrocompatible, si je puis le dire ça ainsi. Mais encore une fois, les chiffres évoqués ici en matière d'autonomie font que le champ des possibles, il a vraiment été bouleversé. Aujourd'hui, nombreux sont les collaborateurs qui pourraient avoir un véhicule électrique. La condition est importante, c'est qu'ils puissent avoir un point de charge. Alors, un point de charge à la maison, on y reviendra, ou un point de charge
à l'entreprise. L'idéal restant toujours d'avoir un point de charge à domicile, mais les raisons font que ce n'est pas toujours possible. En revanche, ça, c'est un élément déterminant. Par ailleurs, puisqu'on parle de faciliter les déplacements, globalement, quand je parlais de collaborateurs qui, au quotidien, finalement, le véhicule va parfaitement correspondre à leur utilisation, il faut se poser la question, oui, mais dans le cadre de déplacements plus longs, pour autant, même dans ce cadre-là, vous avez accès à la recharge. Alors pour cela, encore faut-il le dire, il faut que le réseau continue à se densifier. Je dis bien continue, pourquoi? Parce que si vous êtes observateur du sujet, on peut voir que les choses se sont relativement accélérées, notamment s'agissant d'installation d'infrastructures de recharge rapides sur les zones rapides, sur les autoroutes pour dire les choses. C'est quand même là le point crucial. Vous savez, il est une statistique qui ne se dément pas. C'est que globalement, 80 à 90% des charges se font à la maison ou alors sur l'entreprise. Ça veut dire qu'elles ne se font pas sur les bornes publiques. Il y a quand même la nécessité, bien entendu, d'avoir des bornes publiques, ne serait-ce que pour avoir un besoin ponctuel de recharge et surtout pour les grands déplacements. Donc, ce qui va être très important, c'est de vous permettre à vos collaborateurs de pouvoir bien utiliser ces bornes sur autoroute. Alors pour ça, encore faudrait-il qu'il y en ait. Alors vous avez des réseaux comme Tesla, comme Ionity, qui commencent à se densifier, d'autres acteurs, Fastned, d'autres comme ça, ou même l'ensemble des stations-service. Globalement, il y a un plan vraiment très volontariste de la part du gouvernement d'équiper l'ensemble des aires d'autoroute avec des chargeurs rapides d'ici la fin de l'année. Il y avait un plan qui était 100 000 points de charge. Ça devait être pour fin 2022 pour dire les choses, fin 2021 pour dire les choses. Ça a été reporté plutôt à fin 2022. Aujourd'hui, il y a qui 64 ici, on est plutôt à 66 000 points de charge. Donc, c'est un objectif qui devrait être atteint globalement pour la fin de l'année. Et c'est ça qui est important. Mais encore une fois, il faut savoir relativiser en disant que le point de charge sur les zones rapides sont très importants et le point de charge au domicile ou au travail va me permettre, en règle générale, de satisfaire mes besoins d'énergie au quotidien. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte et il faut vraiment s'intéresser à l'usage, évidemment, que fait le collaborateur de ce véhicule. Mais on y reviendra en matière notamment de solutions. Merci Didier. Et pour rebondir d'ailleurs sur une question, on vous remercie, énormément de questions là dans le chat. On va essayer de les traiter toutes. Et je pense qu'on a d'ailleurs répondu déjà sur certaines lors de l'intervention. Mais sur cette question du développement effectivement des bornes de recharge, on peut citer, parce que la question était posée aussi pour l'Île-de-France, simplement citer l'exemple de Paris. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près aux alentours de 2000 points de charge dans Paris. Il est prévu qu'il y en ait d'ici 2024 8000, donc x4. Donc tout ça évidemment sur les grands axes, j'ai même dans les communes aussi, hein, dans les grands axes, grandes agglomérations, mais également dans les communes parfois rurales où on est maintenant assez surpris de tomber parfois sur des bornes de recharge. Et on voit au quotidien que finalement il y a pas mal de possibilités aussi pour se recharger lorsqu'on est en itinérance en fait. Ouais. Et c'est vraiment un message à faire passer au niveau des collaborateurs qui n'est pas toujours simple. Hein. Voilà, donc il faut savoir faire preuve de pédagogie. On peut essayer de les accompagner dans ce domaine-ci. Tu en diras deux mots sur le sujet, David, d'ailleurs. Mais c'est vrai, faire preuve de pédagogie pour les sensibiliser au niveau de la réalité. Il ne s'agit pas de survendre hein, ce dispositif, ces véhicules électriques. En revanche, il faut être réaliste et au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut interroger, si vous en connaissez des gens qui roulent au quotidien en voiture électrique, qui vous diront leur quotidien, qui vous diront là où ils ont quelques problématiques et là où finalement, où ils pensaient peut-être, mais ils s'aperçoivent que c'est un vrai, finalement, c'est qu'ils utilisent ce véhicule électrique d'une façon parfaitement normale. Et là, je ne vous parle même pas, encore une fois, de tous les autres avantages de la conduite électrique. Merci Didier. Alors, on a beaucoup évidemment parlé de flotte, ça c'est un sujet qui est important, mais pour l'entreprise aussi, finalement, verdir sa mobilité, c'est aussi s'intéresser aux nouvelles possibilités, aux nouvelles mobilités. Simplement, pour resituer un petit peu le contexte, on voit que les choses ont quand même énormément évolué ces dernières années. On a d'une part des offres de services de mobilité qui sont de plus en plus présents.
notamment dans les grandes et moyennes agglomérations. Je pense par exemple au vélo, aux trottinettes, aux solutions d'autopartage, de covoiturage, d'ailleurs qui ne concernent pas uniquement les agglomérations, hein, qui fonctionnent également en zone rurale. Donc ça, c'est déjà une première tendance de fond. On n'avait pas, si on se remet 10 ou 15 ans en arrière, on n'avait pas toutes ces possibilités. Donc aujourd'hui, elles sont aujourd'hui disponibles. On a aussi, de manière plus récente, de nouvelles évolutions sur la manière de travailler, sur nos modes de travail, avec le développement, là c'est plus récent, finalement ça s'est énormément accéléré avec la crise du Covid, développement des réunions à distance, développement du télétravail, tout ça fait que finalement en matière de mobilité, les cartes sont rabattues. Il y a moins de déplacements et finalement on a affaire à de nouveaux besoins de la part des utilisateurs. Et les entreprises sont de plus en plus nombreuses donc à adopter ces nouvelles mobilités, qu'il s'agisse de solutions d'autopartage en interne, qu'il s'agisse de flottes de vélos ou parfois de trottinettes. Et puis également, on peut citer le développement de solutions telles que le crédit mobilité. Donc l'idée étant sur le crédit mobilité là de proposer des alternatives à des collaborateurs qui sont éligibles à un véhicule de fonction, mais qui parfois n'en ont pas un usage, on va dire, très intensif. Et finalement, au quotidien, ce n'est pas forcément le véhicule qui est la réponse à leurs besoins. Ils préféraient plutôt bénéficier d'un budget de mobilité à utiliser au quotidien, à la fois pour les mobilités quotidiennes ou pour des déplacements plus importants, et aussi bien sur le volet professionnel que sur le volet personnel quand il s'agit de partir en week-end ou en vacances. Donc ça, c'est la solution donc, de crédit mobilité qu'on voit qui intéresse de plus en plus, en tout cas une certaine part des collaborateurs. Et puis également le forfait mobilité durable. Donc là, il s'agit pour l'entreprise de mettre en place un dispositif qui va aider financièrement les collaborateurs. Alors, on ne parle pas des gens qui ont là un véhicule de service ou un véhicule de fonction, hein, mais les collaborateurs qui viennent travailler au quotidien, je dirais, sur le lieu sur le lieu de l'entreprise. Donc, le forfait mobilité durable, donc l'entreprise peut participer à ces frais de mobilité domicile-travail et en échange, simplement d'un recours par l'utilisateur donc aux mobilités durables, que ce soit du vélo, du covoiturage, de l'autopartage ou autre en fait. On peut juste citer quand même au niveau réglementaire que tout récemment donc les plafonds d'exonération concernant le forfait mobilité durable ont été revus à la hausse pour 2022 et 2023. Donc ils sont désormais de 700 € par an et par collaborateur. Donc l'entreprise peut participer jusqu'à 700 € et tout ça est exonéré de charges côté entreprise, côté collaborateur, également d'impôts pour le collaborateur. Donc des 800 dispositifs € là aussi. Et 800 € en cas de cumul avec le cumul. transport en commun. Tout à fait. D'où l'idée, effectivement, ça c'est important également de s'intéresser à ces collaborateurs-là, à ces déplacements-là, domicile-travail, parce que finalement, les émissions carbone liées à l'activité de l'entreprise, c'est pas uniquement la flotte, en fait, c'est aussi les déplacements générés par les collaborateurs qui viennent qui viennent en voiture individuelle ou autre sur le travailler, en fait. Alors, on a pris un petit peu de retard, on s'en excuse, on va essayer d'accélérer parce qu'il y a aussi beaucoup de questions. Rapidement, vous donner un aperçu des solutions que l'on peut vous proposer pour vous accompagner en fait dans cette démarche de transition énergétique sur différents aspects qu'on va voir ici. Le premier, et là je vais j'ai prêché pardon pour ma paroisse, pour l'activité ALD Business Intelligence. Donc on est en capacité aussi de vous accompagner avec nos équipes de consultants dans cette démarche-là pour travailler justement sur cette démarche de verdissement de la flotte ou de la mobilité, à la fois sous l'angle de l'analyse des données, des usages, quelque chose qui est extrêmement important, évidemment sur toute l'approche TCO, et puis après sur des recommandations de mise en œuvre de Mobility Policy. Alors le Mobility Policy, donc vous avez vu qu'on ne parle plus tout à fait de Car Policy, puisque Car Policy c'était vraiment très très centré sur le véhicule.
mobility policy, je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est on va aller au-delà du simple véhicule et donc élargir à l'ensemble des mobilités disponibles. Et puis d'autre part, on va aussi prendre en compte la mobilité globale au sein de l'entreprise et pas uniquement celle liée à la flotte de véhicules, mais également la mobilité des collaborateurs au quotidien, comme je l'indiquais à l'instant. Et puis, on peut aussi vous accompagner pour la mise en œuvre de votre plan de verdissement en termes notamment de communication, d'implémentation et aussi d'information, de communication vis-à-vis des utilisateurs, parce que ça, c'est un élément qui me semble très, très important. C'est aussi de bien savoir communiquer auprès des utilisateurs, parce qu'il ne suffit pas simplement de référencer des véhicules électriques pour que de suite, tout le monde se jette dessus. On sait qu'il y a des freins, on sait qu'il y a des objections, on sait qu'il y a encore chez certains utilisateurs certains clichés sur le véhicule électrique du type voilà, c'est un véhicule qui est bien pour les gens qui roulent peu, qui sont en ville, etc. Or, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le périmètre d'action du véhicule électrique est bien plus large que ça en fait. Et juste pour illustrer un petit peu ça, sur quelques outils qu'on utilise, on l'utilise, alors bien sûr quand on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des données télématiques pour analyser les usages, évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, mais à défaut, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de mettre en place des enquêtes auprès des utilisateurs pour avoir une meilleure compréhension, je dirais, de 3 choses. D'une part, c'est les usages. Parce que finalement, au-delà de la simple donnée d'état de parc qui nous dit que tel collaborateur fait 30 000 km par an, c'est pas suffisant pour nous dire est-ce qu'il pourra ou pas utiliser un véhicule électrique. Donc, avoir une analyse plus fine au travers de ce type d'enquête sur de quelle manière est-ce qu'il utilise le véhicule, quelle est la fréquence de long déplacement, etc. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi de comprendre, si on se projette un petit peu, quel est le potentiel d'accès à de la recharge pour ce collaborateur-là. Est-ce qu'on a affaire par exemple à un collaborateur dont les fonctions sont relativement sédentaires et qui est donc assez présent sur le site de l'entreprise, auquel cas on peut imaginer que le point de charge principal pourra être effectivement sur le lieu de l'entreprise. Est-ce que c'est au contraire un collaborateur qui est itinérant et qui ne pourra pas recharger sur le lieu de l'entreprise et pour lequel il faudrait envisager une solution au domicile. Est-ce qu'il est partant ou pas par rapport à ce type de solution ou à défaut d'installation au domicile aussi, est-ce qu'il bénéficie de bornes de recharge à proximité de son domicile en fait. Et puis un troisième élément, là encore j'insiste, extrêmement important, et ça c'est extrêmement riche ce qu'on arrive à récupérer comme information au travers des enquêtes, c'est la perception des utilisateurs sur l'électrique. Parce que, comme on le voit très souvent, il y a beaucoup de méconnaissances ou d'a priori sur le véhicule électrique et finalement, avoir cette bonne compréhension, ça va aider aussi à quelque part à bâtir sa conduite du changement, sa communication, cette information que l'on doit faire auprès des utilisateurs pour finalement les aider à franchir le pas. Parce qu'en fait, on se rend compte que objectivement, quand on analyse vraiment les données d'usage et d'accès potentiel à la recharge, on voit qu'il y a une part assez importante de collaborateurs qui seraient tout à fait éligibles à des véhicules électriques, sauf qu'on voit que après, en termes on va dire d'adhésion, c'est pas toujours aussi facile que ça et que beaucoup sont encore un petit peu sur la réserve et vont par exemple préférer souvent un véhicule hybride rechargeable en se disant voilà, au moins je joue la sécurité et en disant bah, peut-être que le véhicule électrique, ça sera encore pas le suivant, mais celui d'après en fait. Sur le TCO, on a aussi un outil qu'on vient de développer et qu'on peut utiliser avec vous à l'occasion de workshops voilà, pour établir effectivement des comparatifs et pour ceux qui justement auraient encore quelques doutes par rapport à ce qu'on a présenté par exemple tout à l'heure sur le TCO là, entre le 3008 et les D4, voilà un simulateur qui permet de finalement comparer les TCO de véhicules thermiques et de véhicules électriques et en jouant aussi sur différents paramètres, paramètres de coût d'énergie, que ce soit sur le thermique ou sur l'électrique, paramètres d'hypothèse de recharge. On peut jouer sur le fait qu'on va recharger par exemple prendre une hypothèse qu'en disant on recharge à 50% domicile, 30% de travail et puis 20% sur les bornes, les bornes publiques. D'ailleurs, on peut aussi splitter les bornes publiques entre les bornes que je qualifierais de classiques en ville, etc. et puis les superchargeurs, hein, où le coût n'est pas le même.
Sur l'hybride rechargeable aussi de partir sur des hypothèses aussi de kilométrage effectué en mode électrique et puis de kilométrage effectué en mode thermique. Donc tout ça pour avoir une vision aussi précise que possible du TCO. Et puis après, en termes de plus sur l'aspect de mise en œuvre, simplement une illustration un autre outil aussi qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Mobility Policy Designer. Là, c'est simplement un outil en fait, une sorte de base de données, on va dire, où on a essayé de répertorier finalement tous les cas de figure possibles pour définir, rédiger ou refondre une charte mobilité en incluant toutes les nouvelles règles à intégrer autour de l'électrique. Qu'est-ce qu'on autorise en termes de recharge, quelles sont les règles, et également en termes de nouvelles mobilités. Donc, l'idée là aussi, au travers de quelques workshops, c'est d'arriver à avoir un document finalisé, une mise à jour finalement de votre charte ou de votre note de service d'utilisation des véhicules de service, de flotte, ou de l'ensemble même de vos mobilités au sens large en fait. Et bien sûr, donc ça c'est sur le volet conseil et ALD peut également, bien sûr vous accompagner sur la question de la recharge, hein, Didier. Oui, tout à l'heure je disais que l'autonomie n'était pas un problème à partir du moment où on a un accès à la recharge. Donc je vais très rapidement vous en parler, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui on rencontre des besoins de recharge sur 3 catégories, en tout cas sur 3 moments. Les collaborateurs, ça veut dire la carte de recharge, parce que là on parle de recharge en itinérance, c'est-à-dire sur la voie publique, sur les autoroutes, comment puis-je me recharger? On a des solutions qui nous permettent d'adopter des cartes de recharge. L'intérêt d'une carte de recharge, que ce soit la carte ChargePoint, que ce soit la carte Total, ce sont des cartes qui se basent sur l'itinérance. C'est-à-dire que vous n'avez pas un unique réseau. Je prends l'exemple souvent clair, mais la carte Total ne veut pas dire que vous rechargez que dans les bases Total, dans les stations Total et peut-être sur Paris parce que c'est Total qui gère les bornes Vélib. Absolument pas. L'itinérance fait que chacun va pouvoir utiliser le réseau de l'autre. Ce qui fait que globalement, vous avez des gros faiseurs qui vous permettent d'avoir des réseaux de recharge sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, il peut y avoir aussi, je dirais, des bornes très locales où là, c'est quasiment la mairie qui va vous fournir la carte. Et dans ce cas-là, ça veut dire multiplicité de cartes. Oui, ça peut être le cas. Par ailleurs, vous pouvez aussi avoir des applications dans votre smartphone. Mais l'idée, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, les cartes que nous fournissons sont des cartes qui sont multi-réseaux grâce à l'itinérance. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième chose importante, et là aussi, interrogez-nous, tout simplement, c'est ce que je dois vous dire, c'est que je disais que la borne de recharge, c'est au domicile ou sur le site de l'entreprise. Installer des infrastructures de recharge sur le site de l'entreprise, c'est pas anodin. C'est pas juste j'installe 2 bornes. Bon, si c'est juste 2 bornes, effectivement, si c'est un sujet de 2 bornes, il n'y aura pas de débat, il n'y a pas de sujet. Si vous avez des programmes plus ambitieux, il va vraiment falloir avoir du conseil en matière de site. Quelle est l'énergie disponible sur le site? Comment faire pour aller à travailler sur cette infrastructure sans avoir peut-être à changer d'abonnement, parce que ça a une notion de coût. Autre chose très importante, qui dit emplacement, va dire potentialité de génie civil, et vous savez que le problème du génie civil, c'est un problème de coût. Et vous pouvez avoir parfois un coût au niveau des bornes qui sera inférieur au coût du génie civil. Donc se posera la question de savoir quel est l'endroit le plus pertinent pour mettre mon parking pour les véhicules électriques. Donc tout ceci, vous êtes accompagné aux besoins sur tout le volet technique, et ensuite, David en a un peu parlé, mais maintenant il y a quasiment une politique de recharge également adoptée. Qui peut se recharger? Est-ce les visiteurs? Est-ce les collaborateurs? Est-ce les collaborateurs avec leur véhicule personnel? Est-ce les véhicules de fonction? Donc tout ça va vous amener à trouver des outils qui vous permettent de gérer notamment l'occupation de ces places, parce qu'en règle générale, si vous avez 200 véhicules électriques, vous aurez rarement 200 places de véhicules électriques. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un dispositif de rotation, par exemple, quand cela est nécessaire. Mais on vous accompagne en vous fournissant les outils qui sont nécessaires à cela. Et enfin, je terminerai là-dessus. Quand je parlais de bornes de recharge, les plus confortables, c'est incontestablement d'avoir une borne de recharge à domicile. Alors, se pose la question de l'accès à ces bornes, surtout dans le cadre de copropriété. Bien entendu, le sujet reste un peu délicat, un peu épineux parfois, parce que c'est un sujet qu'il va falloir prendre très en amont, souvent. On a souvent parlé du droit à la prise, mais il faut savoir que le droit à la prise, c'est un acte individuel. C'est un individu qui dit « moi, je veux une prise ». De plus en plus, les copropriétés préfèrent à ce droit individuel un droit généralisé et vont eux-mêmes déployer des plans d'installation avec des faiseurs dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à voir ce qu'il en est auprès de vos collaborateurs. On peut même vous accompagner par du conseil sur le sujet. Maintenant, s'agissant des maisons où quand l'accès à la copropriété est autorisé,
Il faut savoir que la solution de mettre une borne de recharge à domicile est la solution, encore une fois, la plus pratique, la plus simple et la plus confortable pour le collaborateur. Mais il faut savoir qu'elle est même aussi la plus confortable pour l'entreprise, parce que les dispositifs qu'on propose, ALD Home Connect, eh bien, ce sont des bornes connectées qui permettent que tout le volet de remboursement des frais de consommation électrique, c'est fait automatiquement par des flux. Ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas à gérer ça de façon rigoureuse, dans le sens où elle n'a pas un travail supplémentaire à développer pour gérer les frais de consommation, mais c'est vrai aussi du collaborateur, qui n'a pas à faire des notes de frais, des justificatifs, etc. Tout ceci se fait automatiquement. Donc renseignez-vous sur cette solution ALD Home Connect. En plus, la borne qui est installée est une borne communicante de 7 kg. Vous êtes assuré qu'elle soit installée par un professionnel. Donc en matière de sécurité, s'agissant d'un organe important, puisqu'on parle d'électricité, là vous êtes rassuré quant à l'installation chez votre collaborateur. Donc ça, c'est un élément déterminant en termes de confort. Et puis, il faut parler du volet économique. Aujourd'hui, c'est d'actualité. On parle, on ne va pas éluder le sujet, on parle de la facture d'énergie qui augmente. Il faut savoir qu'on est en France. En France, on parle d'un bouclier s'agissant du particulier, c'est-à-dire que comme l'offre elle est régulée, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir public permet de maîtriser le prix du kilowattheure. Mais ça, c'est vrai au domicile du particulier. Ce n'est pas vrai à l'extérieur, ce n'est pas vrai dans la voirie, ce n'est pas vrai pour les municipalités. Ça veut dire que quand on permet une installation de borne chez le collaborateur, on se garantit aussi quelque part de bénéficier d'un coût régulé par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un élément très important aujourd'hui, plus que jamais, c'est de savoir que forcément, le coût sera maîtrisé en matière de kilowattheure. Par ailleurs, c'est vous qui décidez du montant du kilowattheure à rembourser. Donc voilà, je ne vais pas aujourd'hui, dans le détail, vous l'expliquer, mais revenez vers nous, on vous expliquera ALD Home Connect comme solution rigoureuse pour la gestion de l'énergie pour vos collaborateurs. Oui, tout à fait dédié. Je dirais que Home Connect, à mon sens, c'est une des 2 grandes mesures d'accompagnement qui peut aider aussi à l'adhésion et au développement du véhicule électrique au sein des flottes. Le deuxième, et là je passe au sujet suivant et on va essayer de traiter quelques questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions et de réactions et on vous en remercie, mais je pense qu'on va être un petit peu débordé en termes de temps. Simplement, la deuxième mesure aussi très intéressante, c'est la solution de switch en fait, et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup lorsqu'on réalise des enquêtes auprès des utilisateurs, c'est qu'on se rend compte dans un certain nombre de cas que finalement, en termes d'usage, l'électrique pourrait très bien passer au niveau professionnel, mais que le frein, il est parfois plus, alors pas tout le temps, mais parfois plus sur la partie privée parce qu'il y a la question notamment des vacances, des personnes qui ont l'habitude de parcourir la France durant les vacances d'été par exemple, ou d'aller à l'étranger, etc., avec leur véhicule de fonction. Et c'est là aussi où parfois c'est ça qui freine un petit peu par rapport au fait de basculer sur un véhicule électrique. Et les personnes préfèrent finalement rester sur, par exemple, typiquement sur un hybride rechargeable. Donc le principe du switch, c'est qu'on va, dès le départ dans le contrat du véhicule électrique, inclure un crédit de journée où on va en fait fournir à hauteur de 30 jours par an ou 60 jours par an selon la formule qui est retenue, un véhicule thermique à ces occasions un petit peu exceptionnelles dans l'année, à l'occasion de départ de vacances en ski ou de grands week-ends ou vacances d'été. On va venir livrer un véhicule donc pour le collaborateur, véhicule thermique pour le coup, qui va pouvoir donc avec lequel il va pouvoir donc partir en vacances. Donc au quotidien finalement l'électrique fera tout à fait l'affaire. Et puis dans certaines occasions, on aura donc la possibilité de bénéficier d'un véhicule thermique équivalent pour ces occasions-là. À noter aussi que ça peut être aussi la mise à disposition d'un véhicule à l'arrivée, c'est-à-dire que si la personne part en week-end en train, en TGV ou en avion, par exemple à Lisbonne ou ailleurs, on pourra aussi lui réserver ce véhicule. Ça sera donc décompté du forfait Switch, donc vraiment une solution aussi importante. Après, on a aussi, là, je vais passer rapidement, et là aussi, si vous avez des questions, on pourra y revenir par la suite. Vous pouvez tout à fait nous contacter. Donc, solution d'autopartage, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans le cadre d'une stratégie de verdissement. Et puis également des solutions autour du vélo, alors qui peut s'articuler de manière différente. Ça peut être du vélo partagé, des stations avec des vélos électriques. Ça peut être du vélo affecté à un collaborateur ou du vélo de fonction.
qui peut se combiner aussi avec le véhicule, hein. Je vais reprendre simplement moi l'exemple d'AED Automotive, et personnellement je bénéficie de ce dispositif-là, où on a la possibilité dans notre Mobility Policy finalement d'opter pour, si on le souhaite, pour un véhicule d'une catégorie en dessous de celle à laquelle on voilà, de celle à laquelle on pourrait prétendre, et d'avoir, en complément par contre un vélo assistance électrique, ce qui fait qu'on bénéficie d'une double mobilité. Les journées où, je n'ai pas de déplacement, je pourrais utiliser mon vélo pour venir travailler. Alors sous réserve que j'habite pas non plus pas trop loin non plus de mon lieu de travail, hein, mais c'est tout à fait faisable, et puis, bien sûr, tout en conservant le bénéfice du véhicule de fonction. Mais ça peut être aussi, pour certains collaborateurs, simplement le vélo qui devient le véhicule principal, et combiné à du switch pour les occasions, notamment de départ en week-end ou de départ en vacances. Et puis, pour terminer, et ça c'est la dernière, je dirais, nouveauté, chez ALD, c'est, on a parlé de véhicules 4 roues beaucoup. Je viens de parler un petit peu de véhicules 2 roues avec le vélo. Là, avec la solution ALD Move, on est dans le 0 roue finalement, parce que finalement on passe d'une notion de véhicule à une notion de budget, hein. Alors ça peut s'appliquer au dispositif du crédit mobilité total ou partiel, ou bien même, du forfait mobilité durable. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, avec la carte ALD Move, l'application ALD Move, doter vos collaborateurs d'un budget de mobilité qu'ils vont pouvoir utiliser. Alors après, tout ça se paramètre, donc on est en capacité de paramétrer les mobilités que vous aurez autorisées, les budgets, etc. Et à partir de là, les personnes vont être autonomes pour avoir recours à toutes les mobilités partagées, tout ce qui est train, tout ce que location courte durée, autopartage, etc. Donc il n'y a plus un véhicule qui est affecté à un collaborateur, mais cette possibilité de bénéficier au travers de la carte de tout un réseau de mobilité partagé pour le collaborateur. Donc là aussi, ça participe également à cette démarche de transition énergétique, en fait. Donc il y a énormément de questions, de réactions. Alors là, clairement, on ne va pas avoir le temps, Didier, parce qu'il y a pas moins de 69 maintenant questions ou réactions. Moi, je m'en suis noté quelques-unes. On va essayer comme ça un petit peu à la volée peut-être de répondre à certaines questions. Il y avait des questions notamment sur la LOM, comment est-ce qu'on gérait les seuils, hein, pour les flottes de plus de 100 véhicules, notamment lorsqu'il y avait des filiales, etc. Alors en fait, c'est le critère de 100 véhicules est à considérer au niveau du groupe en fait, et ensuite au sein de ce groupe-là, s'il y a aussi dans le groupe des entités qui elles-mêmes font plus de 100 véhicules, en fait, à la fois le groupe en centrale va devoir effectuer une déclaration donc dans le cadre de la LOM et du verdissement de la flotte, hein, en indiquant donc en déclarant les véhicules renouvelés et la part des véhicules rentrant dans les critères de VFE et de VTFE. Et puis, si dans ce groupe, donc, il y a une entité qui elle-même a plus de 100 véhicules, elle-même aussi va devoir faire sa propre déclaration. Donc, il y aura une double déclaration en fait. Voilà. Moi, j'attrape à la volée, puisque je l'ai vu également. Ouais. Une question intéressante, c'est vrai, puisque j'ai parlé de ALD Home Connect dans le cadre de se recharger à domicile. Il se dit comment faire la distinction entre le véhicule de fonction et peut-être un autre véhicule personnel que le collaborateur pourrait avoir. Alors, heureusement, on peut utiliser la borne de recharge ALD Home Connect pour un véhicule personnel. On ne va pas demander au collaborateur d'installer 2 bornes, vous l'imaginez bien. Très simplement, en standard, la recharge peut être une recharge professionnelle. Et simplement, quand il s'agit de faire une recharge sur un véhicule personnel, dans ce cas-là, on va prendre l'application, on va juste indiquer que c'est une recharge personnelle. Et dans ce cadre-là, la charge va être considérée comme personnelle et il n'y aura pas de notion de remboursement derrière. Donc, c'est tout à fait jouable. Votre borne peut être utilisée comme vous le souhaitez à des fins professionnelles avec le système de remboursement automatique, ou alors à utiliser à des fins personnel, et dans ce cas-là, vous aurez indiqué que c'est personnel, et auquel cas, bien entendu, il n'y aura pas de remboursement. Une question aussi, j'avais noté sur la ZFE de Paris 2024. Oui, les véhicules utilitaires sont également concernés. Alors, il faut savoir qu'il y a des dérogations, hein. On peut vous inviter à aller sur le site du Grand Paris, hein, où il y a tout ça est précisé, mais ces dérogations-là sont vraiment quand même extrêmement spécifiques, hein. Donc, mais par défaut, les VU sont tout à fait concernés. Je m'étais noté aussi, alors c'est vraiment un peu dans le désordre, hein, mais on est désolé, mais une question aussi sur dans la question du TCO, sur le coût du kilowattheure. Alors généralement, ce qu'on retient, c'est plus ou moins 15 centimes du kilowattheure sur de la recharge domicile ou entreprise, par exemple. Sur de la recharge. Surtout entreprise. Ouais, plutôt entreprise, ouais.
Et sur de la recharge publique classique, on va dire ville, etc., dans les communes, on va être généralement aux alentours de 30-35 centimes. Et puis sur de la recharge rapide, ça peut aller jusqu'à 70 centimes à peu près. Hein. Donc les éléments que l'on prend en compte. Donc, mais là encore, hein, vous pouvez vous rapprocher aussi de nos équipes pour qu'on puisse vous apporter plus d'informations là-dessus. Hein. Je vois, pendant que tu réfléchis, il y a une question sur les démarches pour recharger au bureau. Encore une fois, adressez-vous à votre contact ALD Automotive. Il vous indiquera hein, les démarches pour qu'on puisse revenir vers vous pour savoir comment installer une borne au bureau, toutes les démarches qu'il peut y avoir auprès de votre énergéticien, peut-être auprès d'Enedis, par exemple, pour ensuite avoir le consuel, donc avec votre propre électricien. Tout ceci est expliqué, peut-être même les aides quand elles sont encore effectives. Tout ceci vous sera expliqué sans aucun souci. On a aussi une question là sur le switch. Comment récupérer le véhicule thermique dans le cadre du switch? En fait, le véhicule, ce sont les équipes ALD, hein, les équipes qui, depuis No Mobility Center, qui viennent apporter le véhicule aux collaborateurs. Ou sinon, comme je l'avais indiqué, donc ça peut être également à l'arrivée en gare ou en aéroport, où le véhicule sera réservé donc au nom du collaborateur. En fait. Je vois une question, juste pour l'aborder, il est question d'aborder la notion de l'efficacité énergétique, la consommation de kilowattheure des véhicules. Alors, c'est un peu comme les véhicules thermiques, vous avez différents types de consommation, enfin des véhicules consomment différemment. Globalement, on va dire on est entre 15 et 20, en utilisation normale, entre 15 et 20 kWh pour 100 km. Et notez que ça va être la notion, autant on parlait du litre au 100, là on va parler du nombre de kWh pour 100 km. On oscille entre 15 et 20. Donc, vous avez bien compris que selon la capacité de la batterie, qui va être de 50, 60, 80 kWh, eh bien, vous pourrez faire un certain nombre de kilomètres. Donc, tout ça, mais on aura sans doute l'occasion de revenir sur des webinaires spécifiques sur la recharge. Soyez attentifs, on vous le demande, ce qui nous permettra de rentrer vraiment dans le détail de toutes ces choses-là en matière de consommation de kilowattheures, etc., de solutions, notamment chez le particulier, l'impact que ça peut avoir sur la consommation électrique, etc., etc. Donc, soyez attentifs. On va avoir très prochainement un webinaire consacré à la recharge spécifiquement. Tout à fait. Une question aussi sur la LOM, donc plusieurs questions d'ailleurs sur ce sujet-là. Finalement, rentrent dans les critères de véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions, essentiellement les véhicules électriques, hydrogène, quand il y en a, mais il y en a quand même très peu. Et puis les hybrides rechargeables en dessous de 50 grammes. Donc tout ce qui est mild hybride, tout ce qui est hybride classique ne rentre pas dans ces critères-là. Moi, il y avait une question générale aussi, et je voudrais juste arrêter là-dessus parce que c'est important, où il était question de dire oui, mais le VU, ZFE sur du VU, ça paraît complètement illusoire. Alors, de manière générale, il faut dire les choses très clairement, certains peuvent vous dire que le simple fait d'avoir ces règles de ZFE pour 2024, etc., pour certains, ça paraît illusoire, voire discriminant pour d'autres, par rapport aux populations, etc., etc. Donc il y a un vrai débat là-dessus. C'est ce qui a fait, par exemple, reculer Paris de quelques 6 mois ou 1 an, le plan qu'ils avaient développé par rapport à des restrictions. Maintenant, aujourd'hui, c'est dans les règles, c'est dans la loi, le législateur les a votées. Donc, voir comment, très concrètement, cela va... Il y aura beaucoup de pédagogie au départ. On peut penser qu'il n'y aura pas immédiatement des sanctions prises, etc., etc. Mais malgré tout, c'est dans le sens de l'histoire. Il faudra voir comment répondre au mieux à ce type de restrictions. Ouais, je crois que Merci de toute Didier. façon, on n'ira pas au bout des questions. Non, on ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions. Après, ce qu'on peut juste vous proposer, alors c'est vrai que Didier a parlé, je crois que ce sera au mois de novembre, d'un webinaire sur la recharge. On a d'autres événements. Alors bien sûr, au quotidien, l'ensemble des équipes ALD est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis surtout, on a tout un cycle de ce qu'on appelle les rendez-vous ALD Mobility, donc des événements dans nos Mobility Center. Donc il va démarrer. Alors ça démarre la semaine prochaine sur Aix-en-Provence, mais en fait, on aura des événements de ce type-là et on va reprendre le sujet, donc avec aussi des essais de véhicules possibles. Donc Aix, Nice, Strasbourg, Mulhouse, Lille, Nantes, Rennes, Tours, Bordeaux, Montpellier, donc pas mal de dates prévues. Et évidemment, en région parisienne, plusieurs dates également, donc dans les semaines à venir. Donc pour tout ça, je vous invite à
à aller simplement sur le site ALD Automotive et puis à vous inscrire donc pour ces événements donc qui auront lieu donc en présentiel dans les Mobility Centers. Et puis vous avez également à disposition le livre blanc, donc là aussi disponible sur le site ALD Automotive. Et puis pour ceux qui le souhaiteraient, parce que la question m'avait été posée, c'était la première question, est-ce que le support du webinaire d'aujourd'hui donc sera disponible? En l'occurrence, il y a surtout le livre blanc sur le site ALD, mais si vous souhaitez avoir le support qu'on a utilisé aujourd'hui, donc vous pouvez en faire la demande auprès de votre contact habituel ALD Automotive et puis on aura plaisir à vous le transmettre. Alors c'est un sujet qui est extrêmement dense, on l'a vu, il y a énormément de choses à dire, et il y a énormément de questions, donc voilà, on s'excuse encore d'avoir un petit peu débordé, mais je pense que c'était intéressant et que ça en valait la peine. Il nous reste à vous remercier. Merci Didier. Un grand merci à vous tous. Et puis vous souhaitez une excellente journée et puis rendez-vous donc pour les rendez-vous ALD Mobility dans les Mobility Centers, donc à commencer Aix-en-Provence donc la semaine mercredi prochain je crois, et suivi de Nice, etc. Donc au plaisir de vous revoir très bientôt. À très vite. Merci. Au revoir.